est 5h30 en temps universel, 6h30 à Libreville, 7h30 ici à Paris. Marie Casadebé. Et Guillaume Cordeau nous a rejoint pour le Journal Afrique. Bonjour Guillaume. Bonjour Marie, bonjour à tous. La fin du dépôt des candidatures pour la présidentielle au Gabon, c'était hier soir. On ne connaît pas encore la liste officielle de ceux qui se présentent. En revanche, quelques indications. Il y a parmi eux plusieurs poids lourds de la scène politique locale. Le président et 2 anciens premiers ministres. Précision dans cette édition. Plusieurs affaires qui embarrassent en République démocratique du Congo. D'abord, celle des corps mutilés repêchés dans la rivière Ndjili à Kinshasa. L'enquête est toujours en cours pour déterminer les causes des décès des victimes. Et puis, il y a cette tuerie à Teambo. Comment a-t-elle pu se produire ? 9 civils ont perdu la vie il y a une semaine alors que des soldats congolais et de l'ONU étaient postés à proximité dans la région. Retour au calme à Djouba, la capitale du Soudan du Sud. Après 4 jours de violence, hier pas de tir, pas d'hélicoptère dans le ciel. Les habitants ont recommencé à sortir, mais la trêve a plusieurs fois volé en éclats et la population s'inquiète pour l'avenir. On ne sait pas encore précisément qui sont tous les candidats, mais on estime qu'ils seront une vingtaine pour la présidentielle au Gabon le 27 août prochain. Oui, c'était hier le dernier jour pour déposer son dossier de candidature à la commission électorale. Dernier jour, 18h, mais avec possibilité de rallonge. Vous l'entendrez dans quelques instants. Quelques indications à propos des candidats. Il y a bien évidemment des poids lourds de la politique gabonaise, mais aussi quelques originaux. Le point avec Yves-Laurent Goma. La commission électorale n'a pas souhaité communiquer à 18h, heure officielle de la clôture des dépôts de candidature. Le dernier candidat reçu durant le temps réglementaire était l'ancien maire de Libreville, Paul Mba Abessol. Son dossier portait le numéro 19, alors que les 2 précédents avaient respectivement les numéros 17 et 18. Nous faisons les prolongations. S'il y a un candidat de dernière minute, nous allons l'enregistrer, déclare un membre de la commission à la presse. La grande certitude, c'est que les principaux poids lourds ont déposé leur dossier. Outre le président sortant Ali Bongo Ondimba, la CENAP a enregistré les candidatures des anciens premiers ministres Casimiro Yemba et Raymond Dansima. Guy Bandama, ancien président de l'Assemblée nationale, et Jean Ping aussi. Il semble qu'aucune femme n'a tenté sa chance. Plusieurs Gabonais moins connus ont aussi osé, comme ce porgentier arrivé à la CENAP à pied. D'autres ont promis revenir ajouter la quittance de la caution du Trésor. Il faut en effet 20 millions de francs CFA pour être candidat. Yves-Laurent Goma, Libreville, RFI. En République démocratique du Congo, où en est l'enquête après que ces corps, il y a une dizaine de jours, aient été repêchés dans la rivière Ndjili à Kinshasa? Eh bien, difficile de rassembler pour l'instant des informations. Marie, les autorités judiciaires indiquent que l'enquête est toujours en cours. Selon la police, une communication pourrait être faite ces prochains jours. Ce que l'on sait, c'est que les corps portaient des traces de violence, visage tuméfié pour certains, habits déchirés. L'une de ces victimes avait un bras cassé. Ont-ils été victimes, donc, ces gens de gangs de quartier ou de règlement de compte ou d'exécution sommaire? Eh bien, toutes ces hypothèses restent plausibles et la rumeur enfle dans la rue. On parle de 3 nouveaux corps repêchés cette semaine. Faut indique une source au sein des forces de l'ordre qui évoque le cas d'une jeune fille qui s'est tuée après avoir échoué à l'examen d'État. En tout cas, les ONG font leur compte et donnent des précisions sur les victimes. Kamanda Wakamanda Muzembe. Les ONG de défense des droits de l'homme rapportent que le 30 juin, jour anniversaire de l'indépendance, les riverains avaient récupéré le cadavre d'un adjudant des FARDC en tenue militaire. 3 jours après, ce sont 6 corps de jeunes gens mutilés qui avaient été repêchés dans la même rivière Ndjili. L'enquête avait alors été ordonnée le même jour et confiée au parquet de grande instance de Matete pour faire la lumière sur cette mystérieuse mort collective. Dans les jours suivants, le porte-parole du gouvernement avait accusé les gangs des quartiers, communément appelés Kuluna, d'être à la base du meurtre de ces jeunes gens. Mais les activistes des droits de l'homme avaient alors appelé à la prudence devant cette affaire qui, selon les mêmes activistes, ne portait aucune signature des Kuluna. Les Kuluna attaquent à la machette et dépouillent totalement leurs victimes, avait-il expliqué. Or, selon des témoins, on avait trouvé des téléphones portables et de l'argent sur les corps repêchés. Mais ces téléphones portables n'avaient pas été déposés entre les mains des enquêteurs dès le premier jour. Kamanda Muzembe, Kinshasa, RFI.
Autre mystère en RDC, le dernier massacre de Tenambo il y a une semaine. Qui sont les fautifs? Comment la ville a-t-elle été protégée? On attend toujours les résultats de la mission envoyée par la MONUSCO. La localité régulièrement le théâtre d'attaques et de tueries depuis 2 ans. 9 civils ont perdu la vie selon les forces armées. Les FARDC et les forces onusiennes disent cependant avoir repoussé les assaillants, mais la société civile du territoire de Béni a une toute autre interprétation. Elle affirme que les soldats n'ont pas bougé alors qu'ils n'étaient qu'à quelques minutes de route de la tuerie. Alors, les rebelles ont-ils tué pendant leur débâcle, volant chèvres, poules et canards, ou cela s'est-il passé autrement? Cette situation d'insécurité qui dure dans la région, en tout cas, inquiète certains bailleurs de fonds. Sonia Rollet. La Grande-Bretagne se dit profondément préoccupée par la situation à Béni et dit avoir fait part de son inquiétude au plus haut niveau, au gouvernement congolais comme onusien. Le gouvernement congolais est le premier responsable de la sécurité de ses concitoyens, dit un porte-parole du Foreign Office. Néanmoins, nous reconnaissons le besoin pour les troupes de la MONUSCO de faire plus, souligne ce porte-parole. Et c'est pourquoi Londres dit avoir œuvré pour que dans la dernière résolution du Conseil de sécurité, la protection des civils devienne la priorité numéro 1 de la mission onusienne. Et c'est aussi ce que souligne un porte-parole de l'Union européenne. Dans la résolution 2277, il est clairement stipulé que les moyens et ressources disponibles doivent aller en priorité à la protection des civils. Côté onusien, on assure que des instructions ont bien été passées au contingent d'intervenir au premier coup de feu sans même attendre l'aval de l'armée congolaise. Mais on parle d'un problème structurel lié au TCC, les pays contributeurs de troupes, vers qui se tourneraient les contingents plutôt que d'obéir aux injonctions de la hiérarchie militaire onusienne. Du côté des contingents onusiens, on se défend en parlant d'une situation confuse avec des présumés ADF en tenue militaire congolaise, ce qui exclurait toute intervention sans coordination avec les FARDC sous peine de risquer des incidents entre les deux forces. Sonia Rollet, Béni, RFI. Situation donc compliquée en RDC, en plein débat également sur les conditions à réunir pour lancer le dialogue national en vue des élections. Autre dossier surveillé attentivement par la communauté internationale et les ONG en RDC, l'environnement. Greenpeace dénonce l'octroi de 3 titres forestiers à l'industrie. Ils auraient été attribués l'année dernière en toute violation, selon Greenpeace, du moratoire en cours sur l'allocation de nouvelles concessions et l'exploitation des ressources forestières en République démocratique du Congo. Greenpeace dénonce ces largesses faites aux opérateurs du secteur. Binta Diagne. D'après l'ONG Greenpeace, ces 3 titres fonciers ont été conclus en 2015 et concernent au total 650 000 hectares de forêt. La Somifor aurait ainsi obtenu 2 titres dans les provinces du Chuapa et de l'Équateur et la Fodeco un titre foncier dans la province des lacs Chopo. Greenpeace dénonce l'octroi de ces concessions alors qu'un moratoire est en vigueur. D'après cette organisation, le pays ne remplit toujours pas les critères de transparence pour attribuer de nouvelles concessions forestières. Irène Wabi-Wabetoko, responsable de la campagne forêt chez Greenpeace. Il y a l'illégalité, il y a la corruption, et donc il n'est pas concevable que le gouvernement congolais puisse donner d'autres forêts, alors que la superficie qui est dédiée aujourd'hui à cette exploitation industrielle n'est pas maîtrisée. Les autorités précisent que ces concessions ont été octroyées par un ancien ministre de l'Environnement qui a quitté ses fonctions. Son remplaçant, Robert Bopolo, dénonce une opération faite en toute clandestinité et assure que ces contrats seront bientôt annulés. Ces contrats n'existent pas physiquement. Il n'y a pas eu occupation de concessions forestières. Il n'y a pas eu de flux financiers en faveur du trésor public. Donc, tout ce que nous avons à faire, c'est de constater que le forfait n'a pas réussi et de prendre des dispositions pour annuler quand même par un arrêté cette transaction. Autre assurance fournie par le ministre de l'Environnement, le respect du moratoire reste une priorité. Le gouvernement est bien conscient, insiste-t-il, qu'il doit encore faire des efforts, notamment en termes d'aménagement des espaces forestiers. Le calme est revenu à Djouba, la capitale du Soudan du Sud. Aucun tir ni bruit d'hélicoptère entendu hier. Le cessez-le-feu décrété par le camp du président Salva Kiir et celui du vice-président Riek Machar a été respecté. Après 4 jours de violence, les activités économiques ont repris. Les habitants, pour beaucoup, sont sortis de chez eux, mais la situation sécuritaire reste très précaire avec la crainte de nouvelles violences. La trêve, d'ailleurs, a été plusieurs fois violée. Combien de temps le statu quo va-t-il tenir? La population s'interroge sur l'avenir à Mori-Ochar. L'heure est à l'explication à Djouba, où chacun cherche une solution au conflit qui envenime le Soudan du Sud depuis près de 3 ans. L'IGAD, l'autorité intergouvernementale pour le développement, plaide pour l'ouverture de corridors humanitaires. Et pour cause, les barrages routiers ont empêché la libre circulation de l'ONU et des ONG, pèse ainsi un diplomate de l'organisation.
Manque de circulation ou non, en tout cas, la MINUS, la mission de l'ONU pour le Soudan du Sud, est pointée du doigt de toutes parts pour son inaction ce week-end. Ban Ki-moon, le secrétaire général de l'ONU, a appelé lundi à en renforcer les effectifs, alors que dans le camp de Riek Machar, on réclame une plus forte implication des forces onusiennes. James Gadekdak est le porte-parole du SPLA-IO. Si une troisième partie, la MINUS, pouvait créer une zone tampon, alors peut-être que le cessez-le-feu pourra durer. La commission conjointe de suivi et d'évaluation de l'accord de paix a pour sa part réclamé un retour immédiat au terme de cet accord signé en 2015. Mais comme un énième signe de la précarité du cessez-le-feu, même l'équipe de cette commission devrait bientôt quitter Juba. Les pays voisins comme l'Ouganda recommandent à leurs ressortissants de quitter le Soudan du Sud. On va reparler de la situation au Soudan du Sud et notamment du rôle de la MINUS. À la fin de ce journal avec le chercheur Roland Marchal, les affrontements de ces derniers jours à Juba ont donc fait près de 300 morts selon certaines sources, 36 000 déplacés, principalement des femmes et des enfants selon l'ONU. Va-t-on assister à un nouveau désastre humanitaire ? En tout cas, la directrice du Programme alimentaire mondial s'alarme. Selon elle, les 3/4 de la population sud-soudanaise ont besoin d'aide. La crise va-t-elle avoir aussi l'effet de précipiter de nombreux Sud-Soudanais vers les pays voisins comme la Centrafrique ? 4000 ont déjà trouvé refuge depuis fin 2015 dans la région de Bambouti. Ils vivent dans des conditions de dénuement total, quasiment sans aide, sans rien pour cultiver. Il faut savoir que cette région est justement actuellement presque inaccessible par la route à cause des pluies. Kwasi Lazaretien est représentante du HCR en Centrafrique. Ils arrivent dans des conditions absolument déplorables. Pire que ça, c'est dans la zone où ils arrivent, où l'administration centrafricaine a cessé d'exister en matière de services sociaux de base. Depuis 2002, il n'y a plus d'école, il n'y a plus de poste de santé. Et les gens sont obligés de prendre de l'eau dans des mares, de l'eau verdâtre, et tout cela entraîne des maladies hydriques. Donc ce sont des gens qui vivent perpétuellement donc, de la cueillette. La saison des mangues vient de passer, il n'y a absolument rien. C'est ce qui m'inquiète. Malheureusement, ils sont loin de toute attention parce que quand il pleut 8 mois sur 12 dans cette région, comme c'est le cas en ce moment, croyez-moi qu'aucun camion ne peut se hasarder à aller. Et les pistes d'atterrissage sont aujourd'hui couvertes par la forêt. Et là aussi, le HR est en train donc de se démener pour essayer de restaurer les pistes pour permettre à des petits porteurs, à tout le moins, d'avoir accès. Mais cela ne suffit pas. Avec le bruit de bottes qu'on entend du côté de Juba, nous craignons que cette population si diminuée n'augmente par effet de contagion. Propos recueillis par Karine Franck. Justice au Niger, 7 militants de l'opposition proches de Hamamadou, arrivés deuxième à la présidentielle de mars, viennent d'être condamnés à 1 an d'emprisonnement, dont 10 mois fermes. Ils sont écroués pour attroupement armé et non armé lors du retour de leur chef. Des mandats d'arrêt délivrés par un juge de Porto Novo. C'est la suite de l'élection du président de la Fédération béninoise de football. Le motif, opposition à l'exécution de décisions de justice et complicité d'usage de faux en écriture privée et authentique. On ne sait pas encore de quel faux il pourrait s'agir. L'identité des personnes concernées par ces mandats sont connues. Enjolras Moucharaf, qui a été réélu à la tête de la Fédération béninoise de football, et Rafiou Paraiso, président du comité de normalisation. Des mandats internationaux ont également été délivrés à l'encontre d'Augustin Sidi Diallo, le président de la Fédération ivoirienne de football et membre de la CAF, et Constant Omari, le président de la Fédération congolaise de football. Il fait partie de la FIFA et était venu superviser les élections du président de la Fédération béninoise de football. Il est serein dans cette histoire. Je dis que je ne réagirai pas. Je ne réagirai pas, c'est la FIFA qui va réagir. Moi, je veux réagir pour faire quoi? Je me reproche quoi pour réagir? Je suis observateur, je suis mandaté par la FIFA. J'ai observé, j'ai assisté à l'Assemblée générale. Je n'ai pas d'acte que j'ai posé. Qu'ils vous disent si j'ai posé un acte par écrit, quoi que ce soit. Nulle part vous le verrez, ma signature ou un acte dans un document de leur Assemblée générale. Donc j'observe, c'est une folie, c'est tout. Quand les gens ont la folie des grandeurs et ils veulent salir les gens, alors qu'est-ce qu'on les compare? Est-ce qu'à un fou, il faut répondre par la folie? On observe. Ça n'engage en rien la FIFA. Ça ne concerne qu'un conflit interne entre des individus au sein de la Fédération béninoise. Dès lors, quand il y a un excès des ailes, on pense que c'est l'occasion de salir les noms des gens. À travers ce genre de choses, nous observons, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Nous attendons la réaction appropriée de la FIFA. Constant Omari, le président de la Fédération congolaise de football, et a noté qu'aucune interpellation dans cette affaire n'a été pour le moment effectuée. Merci d'écouter Radio France Internationale. C'est la suite d'Afrique Matin avec Marie Casadebet. Merci Guillaume Cordeau.
Courir après les quelques sous qui permettront de subvenir aux besoins de base, c'est le quotidien pour beaucoup d'Africains. Nous y consacrerons une série de reportages cette semaine. Première étape au Niger dans un instant. Cet homme, celui que vous allez entendre par exemple, sillonne Niamey avec une hache en espérant trouver des clients qui lui achèteront ses bûches. Oui, c'est très dur évidemment, mais c'est beaucoup mieux que de rester sans rien faire. Même si je gagne peu, je le gagne honnêtement, donc c'est béni par Dieu. Reportage à suivre juste après l'invité de la rédaction. Et notre invité, c'est Roland Marchal, chercheur au Centre de recherche internationale CERI Sciences Po à Paris, spécialiste de la Corne de l'Afrique. Il analyse ce matin pour nous la situation au Soudan du Sud. Depuis hier, le calme semble être revenu à Djouba, la capitale, après 4 jours de combat, d'une extrême violence qui ont fait près de 300 morts. Quels sont les enjeux de cette guerre civile? Quels sont les risques pour la sous-région? Roland Marchal répond aux questions de Jean-Jacques Loarn. Roland Marchal, bonjour. Bonjour. Alors le Soudan du Sud a célébré le 5e anniversaire de son accession à l'indépendance au rythme des tirs d'artillerie, des chars et des hélicoptères. Alors le moins qu'on puisse dire, Monsieur Marchal, c'est que la paix semble introuvable à Djouba. Oui, une paix introuvable, un pays aussi qui a sombré économiquement, notamment à cause du prix du pétrole et ce conflit qui s'est rajouté dessus, qui évidemment ont fait que les célébrations officielles avaient été annulées et que de plus les combats qui sont produits, qui ont commencé juste avant l'anniversaire, ont fait fuir la population. Alors, le cessez-le-feu décrété par le président Salva Kiir et le vice-président Riek Machar semblait tenir hier, mardi, mais 4 jours de combat auront fait plusieurs centaines de morts et des milliers de déplacés, près de 40 000 déplacés selon l'ONU. Oui, là aussi, il faut mettre ça en perspective avec la guerre depuis le début de la crise politique initialement, en juillet 2013. Sans doute près d'une centaine de milliers de morts et près de 1,8 million de déplacés. Ban Ki-moon ne s'est pas dit simplement préoccupé, mais réclame un embargo immédiat sur les armes, des sanctions ciblées et un renforcement de la MINUS. Cela fait-il partie de la solution selon vous ? Écoutez, oui, ça en fait partie. Hélas, on ne comprend toujours pas pourquoi la force des Nations Unies au Soudan du Sud échoue à réagir et notamment à protéger les civils. On a une force onusienne qui se concentre sur sa propre protection. Ces casques bleus ne sont pas là pour ça. Si c'est avoir une force internationale qui ne fait rien, ne voit rien, et ne protège personne, alors ces gens-là sont franchement inutiles. Alors la question qu'on peut presque se poser, c'est qu'à Djouba, n'y a-t-il pas un homme de trop, Salva Kiir ou Riek Machar, ou avec le temps, une véritable stabilité, une stabilité réelle peut émerger ? La crise actuelle, il faut évidemment la voir en continuité avec les combats qui se sont déroulés jusqu'aux accords de paix de l'an passé, d'un an pratiquement. On a l'impression que ce qui s'est passé là correspond beaucoup plus à, disons, l'affaiblissement de l'autorité des leaders, et notamment aujourd'hui de Salva Kiir, dans son propre camp. De nombreuses sources corroborent le fait que c'est sans doute le chef d'état-major de l'armée, donc sous autorité théorique de Salva Kiir, qui a voulu régler des comptes parce qu'il fait partie de ces gens, il en existe quelques-uns de l'autre côté également, qui considèrent qu'une solution militaire à cette crise politique est possible et que bien sûr il y aura des morts, mais que d'une certaine façon, une fois que la guerre sera gagnée, tous les problèmes seront réglés, ce qui est d'ailleurs complètement naïf. Aujourd'hui, le rapport de force, il est militaire et beaucoup plus en faveur du groupe de Salva Kiir qu'il n'est en faveur de Riek Machar. D'où sans doute du côté de l'entourage de Salva Kiir la volonté de régler le problème militairement. Alors cette guerre civile, ce conflit est dangereux au moins à 2 titres, la crainte de massacre et puis la crainte d'une extension à d'autres pays de la région. Alors, disons les massacres, hélas, il y a une histoire de cette guerre civile et de l'indépendance qui en est déjà riche. Et, maintenant, ce qui peut se passer en termes de déstabilisation régionale, c'est disons, plus compliqué. On a vu, par exemple, une possibilité d'un débordement au-delà de la frontière éthiopienne,
Mais l'État éthiopien est un État très autoritaire qui est intervenu, donc on peut se dire que c'est pas peut-être il peut y avoir des problèmes, mais disons que c'est pas la vraie crise. Le problème fondamental, c'est qu'est-ce qui peut se passer si la situation au Sud-Soudan ne se normalise pas rapidement et si on a effectivement des flux de réfugiés vers le Soudan du Nord et puis vers l'Ouganda où la situation politique est également un peu tendue. Au Kenya, on va vers des élections, donc là aussi, c'est pas le moment, disons, le plus calme de la vie politique kenyane. Si vous voulez, il n'y a pas de risque majeur d'enflammement régional, mais il y a effectivement à la fois les conséquences de flux de population, des flux forcés de population, et puis derrière ça, il y a quand même des enjeux économiques qui sont importants, et également, si vous voulez, des rivalités entre les pays de la région qui pourraient trouver une nouvelle place pour s'exprimer. Donc le Soudan du Sud, ce serait plutôt une bombe à retardement. La communauté internationale, depuis peut-être trop tardivement, mais depuis décembre 2013, a commencé à s'inquiéter. On est très loin d'une mobilisation à l'échelle où elle devrait être, mais malgré tout, les choses ont évolué plutôt positivement quand on regarde ce qui s'est passé avant 2013 et notamment entre juillet et décembre 2013 où on a eu une communauté internationale et les Nations Unies notamment qui ont été aveugles au point où on ne comprenait même plus quel était leur travail. Roland Marchal, merci. Le chercheur aux séries Sciences Po Paris était avec Jean-Jacques Louarn. RFI, toute l'actualité, Marie Casadebé. 5h51 en temps universel, le prochain journal sur RFI, c'est dans 9 minutes. Nous serons en ligne avec notre correspondante à Londres. Elle nous dira ce que les Britanniques retiennent des 6 années au pouvoir de David Cameron. Le Premier ministre a rendu les clés du 10 Downing Street. Il est remplacé par Theresa May. Theresa May qui dit vouloir négocier le meilleur accord possible de sortie de l'Union européenne. Les précisions à suivre de Pauline Glaise du service économie de RFI. Nous rejoindrons aussi notre correspondante à Washington après le ralliement du sénateur du Vermont à Hillary Clinton. Désormais, le camp démocrate est uni pour tenter de battre Donald Trump. Assure également un reportage auprès des réfugiés sud-soudanais. Ils sont 36 000 à avoir quitté Djouba, la capitale, le week-end dernier, suite aux combats qui ont fait près de 300 morts. À Gao, dans le nord du Mali, une manifestation interdite par les autorités tourne mal. Au moins 4 morts, 35 blessés lors de l'intervention de la police hier. Les leaders du rassemblement promettent malgré tout de redescendre dans la rue aujourd'hui pour protester à nouveau contre la mise en place d'autorités intérimaires. Dans le sud de l'Italie, la collision frontale entre 2 trains de voyageurs qui circulaient à grande vitesse sur la même voie a fait au moins 22 morts et 50 blessés selon un nouveau bilan communiqué par les secouristes. À Bruxelles, les ministres des Finances de la zone euro ont comme prévu enclenché hier une procédure de sanctions inédite dans l'histoire de la monnaie unique à l'encontre de l'Espagne et du Portugal en dérapage budgétaire. En France, le ministre de l'économie Emmanuel Macron a renforcé les spéculations sur ses ambitions présidentielles en appelant ses partisans à porter son mouvement, baptisé En Marche, jusqu'à 2017 et jusqu'à la victoire. Et puis en Tunisie, un hebdomadaire arabophone révèle que des attentats kamikazes ont été déjoués durant le Ramadan. La revue cite l'arrestation de 8 combattants de l'État islamique en provenance de la Libye. La course au pain quotidien, à ce qui permettra chaque jour de faire vivre sa famille sur le continent. Beaucoup vivent cette situation stressante, souvent pénible. RFI vous propose d'ici la fin de la semaine une série de reportages sur cette problématique. Aujourd'hui, on s'arrête à Niamey au Niger. Raliou Ahmed Assalé, telle est la rencontre de ceux qui accomplissent des tâches difficiles pour s'en sortir. Sur la route de l'aéroport à Niamey, des carrières de pierre et de gravier. Ici travaillent des femmes. Souvent des veuves, comme c'est le cas de Toula, elle a 5 enfants en charge. Je creuse avec ma pioche, ensuite avec les enfants on sépare le gravier du sable et on en fait des tas pour les vendre. Ce travail, c'est la seule source de revenus de Toula, la cinquantaine. Elle peut gagner, dit-elle, 1000 à 2500 francs par jour, mais ce n'est pas toujours que ça marche. On passe des journées ici sans gagner un seul franc.
Depuis ce matin, aucun client n'est venu. Hier aussi, c'était la même chose. Asmana a 23 ans, il fait le tour de la ville à pied, sa hache accrochée à l'épaule. Avec ma hache, on me reconnaît facilement. Je ne la cache pas de toute façon. Vous savez, c'est un travail comme un autre. Son travail consiste à fendre le bois, les bûches pour la cuisine. Un travail dur, assure-t-il. Oui, c'est très dur, évidemment, mais c'est beaucoup mieux que de rester sans rien faire. Même si je gagne peu, je le gagne honnêtement, donc c'est béni par Dieu. Même s'il arrive à Ousmana de faire le tour de Niamey sans rien empocher, il rentre souvent à la maison avec 3, 4, voire 5 000 francs CFA, le fruit d'un dur labeur. Ralou Ahmed Assaleh, Niamey, RFI. Et demain, nous irons en Guinée pour la suite de notre série sur les dépenses quotidiennes. Restez avec nous. RFI Matin continue avec un nouveau journal. Ce sera dans 4 minutes et il vous sera présenté par Nathalie Amar. Merci d'avoir choisi RFI pour vous informer. Bonjour, c'est Maman. Tu es humoriste et tu penses que tu es plus drôle que notre leader bien-aimé, son Excellence président fondateur? Alors participe au prix RFI Talent du Rire dans le cadre du Festival du Gondwana en décembre à Abidjan. Viens t'inscrire sur le site internet festivaldugondwana.com. Ce que tu vas gagner? Petit, moi-même, je n'ai pas ça sur mon compte en banque. Mon ami, pendant 8 semaines, il y a une nouvelle émission sur RFI. Oh, toi, tu nous fatigues avec ta radio là. RFI par-ci, RFI par-là. Écoute, c'est une émission bizarre où les personnages sortent des livres et parlent à la radio. Merci les amis. L'émission s'appelle Comme un roman et chaque semaine, je vous emmène en Afrique avec dans une main un livre et dans l'autre des reportages. Comme un roman, tous les samedis à 14h10 TU avec Vladimir Cagnolari. Voilà, ce qui est dit est dit. Claude Issiard nous ouvre son album Souvenir. En février, il recevait dans Couleur Tropicale le guitariste et chanteur congolais Olivier Chimanga. Il a sorti cette année un nouvel album instrumental, Tambula Malembe. En voici un extrait.
extrait en live de Tambula Malembe, album du Congolais Olivier Chimanga, qui était cette année de passage dans Couleur Tropicale, extrait offert ce matin par Claudicia. Restez avec nous dans quelques secondes, le journal.